Bonsoir à toutes et tous et bienvenue au Consulat général de France à New York pour cette conférence juridique sur les successions internationales et plus particulièrement sur les successions transatlantiques. Je suis Nadège Massier, vice-consul et chef du service social au consulat. La succession est un sujet dense qui intéresse beaucoup la communauté et qui peut être particulièrement complexe lorsqu'on est expatrié. Pour discuter de cette thématique avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois panélistes spécialisés dans ces questions. Madame Mélissande Deleur, Maître Richard Ortoli et Maître François Burneau, que je vais tous brièvement vous présenter. Donc, je vais commencer par François Burneau, qui est notaire associé depuis 2013 au sein du réseau GMH Notaire et qui compte près d'une cinquantaine de notaires et collaborateurs présents à Paris, au pied de l'Assemblée nationale, boulevard Saint-Germain et à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. François Burneau dirige le département du réseau dédié aux stratégies patrimoniales internationales. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit international privé et intervient régulièrement dans des contextes internationaux, principalement aux États-Unis, mais pas seulement, également en Australie et au Japon. Il vous présentera ce soir un éclairage sur les successions transatlantiques, tant sur les règles de droit civil applicables que sur les règles fiscales issues de la Convention fiscale franco-américaine de 1978. Il est venu spécialement de Paris pour vous rencontrer ce soir. Ensuite, Maître Richard Ortoli, il est avocat et membre des barreaux de Californie et New York. Associé fondateur du cabinet Ortoli Rosenstadt, il est spécialiste des successions internationales sous tous leurs aspects. Donc planification en amont, administration des successions, fiscalité des successions et contentieux. Il est né à Sydney, en Australie, fils d'un père diplomate français. Donc le consulat, c'est un peu comme sa maison. Il est diplômé d'une licence de lettres modernes de l'université de Leeds en Angleterre et d'un Juris Doctor, doctorat en droit, de l'université Cornell aux États-Unis. Et Richard Ortoli est élu conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger depuis 2009 pour les États-Unis et conseiller des Français de l'étranger pour la circonscription consulaire de New York depuis 2014. Et enfin, il est chevalier de l'Ordre national du mérite. Et enfin, Mélissande Deleur, diplômée notaire de la faculté de Rennes en Bretagne. Après avoir travaillé dans le notariat, où elle était notamment en charge du service anglophone, elle est partie en Allemagne et a découvert le métier de généalogiste. Elle est restée sur Berlin quelques années au sein d'une importante entreprise de généalogie allemande. À son retour en France, elle a pris la direction du département international de l'entreprise Couto-Rory, leader européen en généalogie successorale. C'est un poste qu'elle occupe avec passion depuis 18 mois et elle se trouve cette semaine sur New York pour aller à la rencontre d'héritiers et est ravie de pouvoir parler aujourd'hui de la recherche d'héritiers à l'international. Donc, nos trois intervenants vont tour à tour vous présenter un aspect des successions internationales. Et ensuite, un temps sera disponible à la fin des présentations pour leur poser vos questions. Et je vous indique que cette conférence est diffusée également en live sur le compte Facebook du consulat et sera ensuite disponible sur notre site internet si vous souhaitez la revisionner. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maître François Burneau. Bonsoir à tous. Merci d'être venu jusqu'au consulat ce soir pour apprendre des choses sur les successions internationales. Alors, comme l'a dit Nadège en introduction, c'est un thème qui peut être un peu complexe. Donc ma mission, c'est de rendre ça limpide en 20 minutes, ce qui est une gageure. Mais en tout cas, si vous pouvez retenir les grandes idées et quelques réflexes, j'aurais déjà fait partie du boulot. Est-ce que ça défile? Ça devrait. Ça devrait, voilà. Alors, d'abord, vous donner des grandes idées. Vous avez peut-être déjà l'approche du droit des successions en France aux États-Unis n'est pas le même. En France,
France, on a un certain nombre de contraintes. Vous avez dû peut-être entendre parler de la réserve héréditaire. Et donc en France, on ne peut pas vraiment faire ce que l'on veut en tant que testateur, puisqu'il y a une partie minimum qui revient aux descendants, ce qu'on appelle la réserve. Elle est intangible, les descendants y ont forcément un droit, et on n'a pas ce type de contrainte aux États-Unis, en droit américain. Donc on peut considérer qu'aux États-Unis, la liberté testamentaire est beaucoup plus grande. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y aurait quelques petites nuances à apporter, mais disons que dans l'idée, c'est beaucoup plus libre aux États-Unis. Alors, je vais aborder en fait deux dimensions dans mon propos qui sont souvent confondues, mais qui sont totalement distinctes. Je commence par la dimension que je vais appeler civile de détermination de la loi applicable à une succession. Quand on est dans un contexte international, et notamment franco-américain, la première question qu'on va devoir traiter, c'est quelle loi je vais devoir appliquer au cas qui se présente. Quand je dis la loi, ce n'est pas la loi fiscale, c'est la loi civile, la loi qui va permettre de déterminer qui sont les héritiers, à quel code part ils peuvent prétendre. Donc là, on n'est pas du tout dans le registre des impôts, on est vraiment dans le registre de la détermination, de la désignation des héritiers, de la détermination des héritiers et les vocations auxquelles ils vont pouvoir prétendre. Voilà. Et donc les États-Unis et la France ont, en droit interne, ont chacun des règles qui ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, on parle d'un régime scissionniste, c'est-à-dire que les États-Unis font une distinction entre ce qui est mobilier et de ce qui est immobilier. Le critère, c'est que pour ce qui est des meubles, les meubles sont rattachés à la loi du domicile de la personne décédée. Donc les meubles, c'est pas que les meubles, les chaises, les tables, hein, c'est en droit, tout ce qui est meuble, c'est tout ce qui n'est pas immeuble. Donc les comptes bancaires, ce sont des meubles au sens juridique. Donc les meubles aux États-Unis sont rattachés à la loi du domicile de la personne décédée, quand les immeubles, eux, sont rattachés à la loi de leur lieu de situation. Un bien qui est situé à Paris sera rattaché à la loi française, un bien qui est situé à New York sera rattaché à la loi de l'État de New York. En France, la règle est différente. C'était cette règle-là jusqu'à l'été 2015. On avait la même règle. Et puis, dans l'Union européenne, il y a eu un règlement succession en 2012 qui est entré en application en France en 2015 pour justement essayer de régler ces problèmes dans les successions qui mettaient en jeu plusieurs pays. À l'échelle de l'Union européenne, mais même au-delà, on pouvait arriver à des cas extrêmement complexes quand on avait en jeu plusieurs pays, quand une personne décédée avec des biens dans différents pays pouvait se retrouver à devoir appliquer plusieurs lois, ce qui rendait le traitement de ces dossiers très complexe. Et donc, l'essentiel des pays de l'Union européenne ont décidé d'avoir un critère commun et de se dire, ben voilà, il faut qu'on arrive à s'entendre sur un critère de rattachement pour nos successions. Et ce critère, donc, il est valable dans quasiment toute l'Europe, toute l'Union européenne depuis l'été 2015, et le critère, c'est la résidence habituelle. Ça veut dire qu'avant, à moins d'avoir fait un choix différent sur lequel je vais revenir après, le principe, c'est que la loi qui va être applicable du point de vue d'un notaire français, c'est la résidence habituelle de la personne décédée qui va donc désigner la loi qui va être applicable à sa succession. Alors, pour que vous compreniez, j'espère un peu mieux, j'ai deux exemples à vous proposer. On va d'abord parler du cas de Christine Ritter. Elle est franco-américaine, elle réside à New York. Elle y habite depuis une trentaine d'années. Malheureusement, elle est décédée à New York en 2020. Elle laisse des comptes bancaires, donc des biens meubles au sens juridique, et des biens immobiliers en France et aux États-Unis. La règle de droit applicable donc, dans cette hypothèse, je vous ai expliqué que les nouvelles règles françaises désignent la loi américaine, en fait, la loi de l'État de New York, comme la loi de son dernier lieu de résidence. Donc, du point de vue français, c'est la seule applicable pour sa succession. En revanche, côté américain, les États-Unis donc, désignent la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour tout le reste, meubles et immeubles, immeubles situés aux États-Unis. Et dans la mesure où les États-Unis donc, sont un État tiers au règlement européen, le fait que les États-Unis donc, renvoient dans leurs propres règles à la loi française.
que les États-Unis, évidemment, sont un pays tiers au règlement européen, et donc le renvoi à la loi française dans le contexte américain pour les immeubles situés en France, dans ce cas-là, en l'absence de testament, est accepté par la France. Ça veut dire qu'on va se retrouver à appliquer la loi française aux immeubles qui sont situés en France. Bon, je viens de vous donner la solution. Alors, qu'est-ce qu'a changé donc ce règlement européen de 2012 entré en vigueur en 2015? Donc il a donné la possibilité de pouvoir choisir la loi applicable à sa succession. Ça c'est assez révolutionnaire. Avant on avait forcément une loi qui s'appliquait sur laquelle on n'avait pas la main. Aujourd'hui on peut choisir la loi applicable au règlement de sa succession. Encore une fois, quand je dis loi applicable, c'est pas la loi fiscale, ça vous n'aurez jamais la main dessus, mais la loi civile. Alors en revanche, le choix, il est assez limité, puisque le seul choix que vous pouvez faire, c'est un choix pour votre loi nationale. Donc, au sens large, si vous avez plusieurs nationalités, vous pouvez faire le choix pour l'une de ces nationalités, que vous avez au moment où vous établissez votre testament, ou une nationalité que vous pourriez avoir au moment où vous décédez. Vous pouvez, si vous êtes dans une démarche d'obtenir une nationalité quelconque, vous pouvez faire ce choix-là. Le tout, c'est d'avoir obtenu cette nationalité au moment où on règle votre succession. Et à défaut d'avoir fait un choix, le principe, c'est qu'on reviendra à la loi du dernier lieu de résidence, donc la résidence habituelle de la personne décédée. Deuxième exemple, Oliver Twist. Donc Oliver, il est français et américain, il réside à New York, il est décédé le 1er juillet 2021, il laisse aussi donc, des comptes bancaires et des biens immobiliers dans les deux pays. Et lui, à la différence de Christine, il a établi un testament auprès d'un avocat américain. Et dans ce testament, il a clairement désigné la loi de l'État de New York comme applicable au règlement de sa succession. Il a donc fait, au sens du règlement européen, une profession juriste. Il a décidé que ce serait la loi de l'État de New York qui s'appliquerait à sa succession et pas la loi française. Donc dans ce cas-là, donc on retrouve notre critère posé par les règles américaines avec la désignation de la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi de l'État de New York pour tout le reste des actifs. Mais la France, dans la mesure où Oliver a fait un testament aux États-Unis, eh bien le nouveau règlement européen nous dit qu'on doit respecter la volonté d'Oliver d'avoir voulu soumettre l'ensemble de sa succession à la loi de l'État de New York. Et dans ce cas-là, la France acceptera ce choix, respectera sa volonté et appliquera donc la loi de l'État de New York à l'ensemble des biens, y compris les biens immobiliers situés en France. Ça veut dire que depuis 2015, en tant que notaire, on exécute, enfin on applique des lois étrangères sur des immeubles situés en France. Pour nous aussi, c'est une petite révolution dans notre pratique. Et c'est quelque chose qui est possible à condition d'avoir exprimé un choix. Donc dans ce cas-là, en faisant un testament aux États-Unis, en se positionnant clairement sur la loi d'un État américain comme applicable au règlement de la succession mondiale. Ah, ouais. Alors, pour vous rendre peut-être ça encore plus parlant, je ne sais pas si ces deux visages vous disent quelque chose, mais c'est là où vous allez comprendre peut-être encore mieux l'enjeu de la loi applicable. Ces deux personnes, ces deux contentieux assez importants. Le premier qui est à votre gauche, c'est Maurice Jarre. Maurice Jarre, compositeur de musique de film, qui a passé l'essentiel de sa vie en Californie, qui est mort en 2009, en laissant une veuve et des enfants de différentes unions, dont le compositeur Jean-Michel Jarre, son fils aîné. Et puis Johnny Hallyday, je ne vous présente pas non plus, chanteur franco-belge. Donc oui, même chose, qui laissait des enfants de différents mariages, et les deux étaient rattachés à l'État de Californie. Et dans ces deux dossiers, dans ces deux successions, l'enjeu était le même, c'était à quel pays, à quel État je peux rattacher ces successions pour pouvoir déterminer quelle loi je vais devoir appliquer à ces successions. Et alors, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ces deux successions, mais l'enjeu était celui que je viens de dire. Et si on prend le cas de Johnny Hallyday, soit on le rattachait à l'État de Californie, qui était, selon sa veuve, le pays ou l'État dans lequel il passait plus de temps, et donc il était, au sens du règlement européen, résident habituellement en Californie,
ou alors on le rattachait à la France parce qu'il résidait principalement en France. Johnny, à l'idée, ne pouvait pas, dans un testament, désigner la loi de l'État de Californie comme applicable au règlement de sa succession parce qu'il n'avait pas la nationalité américaine. S'il avait eu la nationalité, ça aurait été totalement différent. C'était dans les plans qu'il obtienne la nationalité. Malheureusement, il est décédé avant, donc ce choix, il ne pouvait pas le faire. Et l'enjeu, vous le comprenez bien, c'est que, suivant qu'on appliquait la loi de l'État de Californie ou la loi française, et bien les dispositions qu'il avait prises, notamment les choses qu'il avait fait aux États-Unis, avaient un impact évident sur ses enfants aînés, donc David et Laura, qui, dans un cas, si on appliquait la loi française, retrouvaient leur part réservataire, et si on appliquait la loi de l'État de Californie, évidemment, ils perdaient tous leurs droits dans la succession de leur père. Donc ça a été porté devant le tribunal de Nanterre, qui a rendu une décision très motivée, juridiquement très intéressante, et où, clairement, le tribunal s'est positionné pour la loi française en considérant Johnny Hallyday comme résident habituellement en France. Donc, ils sont allés assez loin. Les enfants avaient rapporté des preuves des comptes Instagram des époux Hallyday pour montrer que sur plusieurs années, ils étaient principalement en France et non pas en Californie, parce que la position de Laetitia, c'est évidemment de dire, bah non, on doit le rattacher à la Californie, nos enfants sont à l'école dans l'État de Californie, enfin notre vie est là-bas, et le tribunal n'est pas allé dans ce sens. Je vous ai mis un de ces testaments. Alors, vous voyez, alors il est évidemment, ça c'est un testament qui date de 2014, et on voit bien qu'il a été fait à la lumière des règles que je viens de vous donner. On peut lire qu'il dit, attendez, je me rapproche. Donc j'entends léguer l'intégralité de ma succession à mon épouse Laetitia. Cette dernière recevra donc, conformément à la loi californienne, l'ensemble de mes biens, en ce compris la totalité de mes droits artistiques. Sauf que quand il écrit ça en 2014, alors je vous dis, le projet, c'était qu'il obtienne la nationalité américaine. S'il avait été américain au moment de son décès, effectivement, son épouse et ses filles recevaient l'intégralité, enfin en l'occurrence son épouse recevait l'intégralité de sa succession. Sauf que entre 2014, date du testament, et 2017, son décès, il n'a pas obtenu la nationalité américaine. Donc il ne pouvait pas désigner la loi de Californie, sauf à être un résident habituel de l'État de Californie, ce que les tribunaux français n'ont pas reconnu. Je passe assez vite sur ce texte, mais qui néanmoins existe et je ne peux pas vous le cacher. Il y a une loi de réforme qui est intervenue en France le 24 août 2021 et qui est allée en fait à rebours du règlement européen. C'est un texte un peu étonnant qui, à mon avis, n'est pas appelé à durer, mais aujourd'hui qui prévoit que si on a un héritier qui est résident d'un des pays de l'Union européenne ou qui a la nationalité d'un des pays de l'Union européenne, bien s'il est privé de sa réserve par les lois étrangères, il peut revendiquer l'application de sa réserve sur des biens situés en France. Bon, c'est totalement à rebours de ce que le règlement européen prévoit. C'est un texte un peu étonnant qui, à mon avis, dans les années à venir, ne va certainement plus exister. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans notre pratique, on est quand même obligé d'en tenir compte. Alors, je quitte la dimension civile pour arriver à peut-être une dimension qui vous intéressera plus, c'est la dimension fiscale. Donc la France et les États-Unis sont liés par plusieurs conventions, mais notamment une convention en matière de succession et de donation qui date de 1978, qui a été revue un peu en 2004. Donc je vais vous donner les grands principes pour vous expliquer un peu comment elle fonctionne. D'abord son but, comme toutes les conventions fiscales, quand elles existent, le but c'est d'éviter la double imposition, donc d'éviter qu'un même bien soit taxé à la fois aux États-Unis et en France. Il y a d'autres conventions, et notamment une en matière d'impôt sur le revenu qui date de 1994, mais évidemment je ne vais pas traiter ça ce soir, ce n'est pas l'objet. Il y a un critère pour chacun des pays. Le critère américain, donc là sous l'angle fiscal, c'est le domicile, la résidence fiscale, et la citoyenneté américaine. Du côté français, le critère c'est le domicile. Je vous ai mis en rouge pour vous rappeler, parce que c'est une observation qu'on fait très souvent. Ah, alors j'ai bien compris, je vais pouvoir choisir ma loi fiscale. Non.
vous ne pourrez jamais dire dans un testament « je veux que ma succession soit réglée sur un plan fiscal par tel pays », ça ne serait pas possible. Le choix ne peut être fait que pour la loi civile. La loi fiscale, vous n'avez pas la main. La seule chose que vous pouvez faire, c'est résider dans tel pays ou tel autre, puisqu'effectivement, votre lieu de résidence va avoir un impact sur la manière dont vos droits de succession, en tout cas ceux de vos héritiers, seront réglés. Sachant qu'un domicile aux États-Unis, sur un plan du droit des successions, c'est beaucoup plus favorable qu'un domicile en France. Parce que je ne vous apprends pas que la fiscalité française est beaucoup plus sévère que la fiscalité aux États-Unis. Bon, là, je passe assez vite, mais il y a l'article 4B du Code général des impôts français qui fixe des critères qui ne sont pas des critères cumulatifs, mais des critères alternatifs pour définir à quel moment on considère qu'une personne a son domicile fiscal en France. Il suffit que votre séjour principal soit en France, que vous ayez une activité professionnelle principale en France, ou que le centre de vos intérêts économiques soit en France. Un de ces critères est rempli et vous êtes résident fiscal français. D'ailleurs, la Convention a prévu dans son article 4 la résolution d'un cas qui est en fait plus fréquent que ce qu'on imagine, des personnes qui sont entre les deux pays et qui peuvent avoir en fait deux résidences, c'est-à-dire que chaque pays le revendique comme son résident. Ça arrive, parce que la personne répond aux critères posés par les deux pays, peut se retrouver avec une double résidence fiscale. Donc la Convention, à l'article 4, prévoit des critères hiérarchiques pour résoudre ces questions-là et déterminer in fine en fait, de quel pays la personne est résidente. Les biens taxables. Donc la Convention prévoit que les biens immobiliers sont taxés dans le pays où ils sont situés, sachant qu'une société, un bien qui serait détenu par une société civile immobilière, par exemple en France, la Convention prévoit que si une société représente plus de 50% de biens immobiliers, c'est un immeuble au sens de la Convention fiscale. Et donc taxable dans le pays où le bien se trouve. Les biens mobiliers, donc encore une fois, c'est tout ce qui n'est pas immeuble, alors autre que les numéraires, sont taxés par l'État où ils sont situés. L'article 8, qui est un article très intéressant, donc qui prévoit que les actions, les parts de société, les créances et le numéraire, donc l'ensemble des comptes qu'on peut y avoir dans une banque, ne sont imposables par un État que si la personne décédée possédait, alors sous l'angle américain, la citoyenneté américaine, ou était domiciliée dans l'un des deux États. Il y a une réponse Valex de 88 qui est très intéressante, qui pose comme principe qui explique cet article 8 et qui rappelle que en fait, c'est le critère de résidence fiscale américain qui permet de déterminer la taxation des comptes bancaires. Si vous avez un défunt qui est résident américain ou un donateur, parce que la Convention marche aussi pour les donations, le fait d'être résident américain, même si vous avez des comptes en France, l'ensemble des comptes bancaires ne seront pas taxés en France, ils seront taxés uniquement aux États-Unis, dans des conditions beaucoup plus favorables. Ça peut être d'ailleurs extrêmement intéressant en matière de donation si le donateur est résident américain, il veut transmettre des fonds, même des fonds qui seraient en France, à des personnes qui sont résidentes françaises. L'opération est taxable aux États-Unis, mais pas en France, donc souvent avec un impôt nul ou très faible par rapport à ce qui aurait été taxé en France. Prenons le cas d'Elisabeth Durand. Elisabeth Durand, elle réside, donc elle est franco-américaine, elle est décédée à New York, où elle réside depuis 30 ans, et elle laisse donc 2 enfants en France pour recueillir des biens meubles et immeubles dans les 2 pays. Alors comment fonctionne la Convention? Je vous ai schématisé donc, les biens immobiliers et les biens non immobiliers, donc en France, aux États-Unis. Donc suivant la Convention, les biens immobiliers sont taxés dans le pays où ils se trouvent, et puis les avoirs bancaires sont taxés par l'État du domicile d'Elisabeth, donc l'État de New York. Donc voilà, vous voyez que la succession sera donc taxée principalement aux États-Unis, sauf pour le bien immobilier situé en France qui sera taxé en France. Alors, les modalités de calcul, la Convention prévoit ce qu'on appelle un taux moyen d'imposition. Alors, pour que vous compreniez les enjeux et la façon de calculer, je vous ai mis un exemple, j'espère, assez simple. Donc là, c'est le cas de John, qui est américain. Il décède le 15 décembre 2020 à New York, où il était domicilié. Il laisse des biens immobiliers aux États-Unis et en France. Il a un fils unique, grec,
réside à Nice. Alors comment on va taxer sa succession côté français? Donc il a un bien immobilier dans chaque pays, donc il va être taxé dans le pays où est situé l'immeuble. Je vous ai mis, donc par hypothèse, on va considérer qu'il a un appartement à Manhattan qui vaut 1 million d'euros, et puis il a un petit studio à Nice qui vaut 100 000 euros. Donc le total mondial de sa succession, 1 100 000 euros entre les deux biens immobiliers. Alors on pourrait se dire, bah, c'est parfait, en France, il y a 100 000 euros d'abattement quand on est un enfant, donc il n'y a pas de taxe. Non, la Convention, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle prévoit que la France, elle ne peut pas taxer l'appartement qui est à Manhattan, qui est réservé à l'imposition américaine, mais elle va opérer le principe suivant, c'est qu'elle va se dire, si l'ensemble des biens mondiaux avaient été en France, quelle taxe la France aurait perçue pour arriver à un taux moyen d'imposition. Et ce taux moyen d'imposition, elle va l'appliquer au bien seul qu'elle peut taxer, donc le studio qui est à Paris dans mon exemple, pas à Nice. Donc actif total, 1 100 000 euros. Donc si tous les biens avaient été en France, on aurait eu 252 678 euros de droits de succession en France, soit un taux moyen d'imposition de 23%. Et ce taux moyen d'imposition de 23%, il va être appliqué au studio parisien qui vaut 100 000 euros, donc 23 000 euros de droits de succession. Ça, c'est le principe de la Convention, c'est le taux moyen d'imposition qui est prévu par la Convention. Alors, il y a des cas où les actifs donc, sont taxés dans chacun des deux pays, c'est le cas des actifs bancaires, et donc on évite la double imposition par un mécanisme de crédit d'impôt. C'est le cas de Peter Sullivan, qui est américain, qui est domicilié à Paris. Il y décède donc, le 1er octobre 2020, où il était domicilié depuis 20 ans. Il laisse donc des avoirs bancaires dans les deux pays, en France et aux États-Unis. Donc des comptes bancaires dans chacun des pays. Ce que prévoit la Convention, c'est que le pays du domicile peut taxer les avoirs bancaires, donc ou le pays de la nationalité côté américain. Donc ça veut dire que les États-Unis peuvent taxer les avoirs bancaires, qu'ils soient en France ou aux États-Unis, et la France, même chose, puisque le critère fiscal pour la France, c'est la résidence. Il est résident français, donc la France peut taxer l'ensemble des avoirs mondiaux. Donc on est là, on est dans un registre de double imposition potentielle. Et donc, pour éviter justement qu'il paye un impôt de chaque côté de l'océan, eh bien, il y a un mécanisme de crédit d'impôt. Donc il y a des formulaires qui sont prévus de chaque côté de l'Atlantique. Là, je vous ai mis le formulaire français, et puis vous avez aussi un formulaire auprès de l'IRS. Et donc, quand vous avez acquitté pour un même actif une taxe dans l'autre pays, vous êtes en droit de demander un remboursement et donc d'imputer l'impôt que vous avez réglé dans l'autre pays pour diminuer votre taxe aux États-Unis ou en France. Dernier point, je voulais attirer votre attention en matière d'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est un contrat particulier avec une fiscalité qui est aussi particulière, qui parfois peut être dans le registre des droits de succession, mais parfois qui n'est pas dans le registre des droits de succession, qui est dans le cadre d'un prélèvement d'un article, qui est l'article 990I du Code général des impôts. C'est notamment le cas quand, pour un contrat souscrit en France, vous avez versé des primes avant vos 70 ans. Le capital qui va être taxé ne ressort pas des droits de succession, mais ressort de cet article 990I, qui est un droit de prélèvement. Et du coup, ça n'est pas éligible à la Convention fiscale franco-américaine, et donc il y a un vrai risque de double imposition, puisque la Convention ne prévoit que les droits de succession. Alors là, on n'est pas dans un cas de droit de succession. Et ça peut être assez néfaste quand votre contrat d'assurance vie, le bénéficiaire prévu est un résident fiscal américain. Parce que côté français, vous allez avoir donc l'application de cet article avec un prélèvement qui peut être assez important. Et côté américain, ça va être assimilé à un revenu, et donc taxable à l'impôt sur le revenu. Et donc le bénéficiaire de l'assurance vie va se retrouver à payer deux impôts, un impôt dans chaque pays. Et là, il n'y aura pas de mécanisme de crédit d'impôt. Donc là, on est vraiment dans un risque de double imposition. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, faites un peu attention, parce que ça peut être un cadeau un peu empoisonné pour le bénéficiaire du contrat d'assurance. Voilà, bon, j'en reviens en termes de mon intervention. Je vais laisser la parole à Richard, qui va... C'est ça, c'est toi qui intervient? Oui, c'est ça. Et puis on répondra ensuite à vos questions à la fin, si vous en avez. Je te
te cède la parole. Merci beaucoup, François. Voilà. Merci beaucoup, François. C'était très intéressant. J'ai appris des choses. Voilà. Merci beaucoup, Nadège, de cette présentation. Et merci aux intervenants. Merci à vous. Je vous parle ce soir du côté américain. Le côté américain est, je dirais même, un peu plus facile que le côté français. Parce que, de toute façon, comme vous allez voir, les exonérations de droits de succession sont beaucoup plus élevées aux États-Unis qu'elles ne le sont en France. Voilà. Donc, c'est moi, plus jeune et plus beau. Voilà, vous connaissez mon parcours et le sujet de notre discussion. Voilà, la première question, qu'est-ce qu'une succession américaine? Succession américaine est la succession d'un défunt citoyen des États-Unis, quel que soit son domicile fiscal, même s'il a une autre nationalité, parce que n'oubliez pas, si vous êtes citoyen américain ou même binationaux, où que vous soyez, vous serez taxé aux États-Unis. Oui et non, c'est-à-dire donc si vous payez s'il y a le droit de succession à payer en France, il y aura quand même un crédit pour les États-Unis. Mais néanmoins, le principe est que, en tant que citoyen, vous êtes imposable sur vos revenus mondiaux et sur votre succession mondiale. Donc, deuxième cas, c'est la succession d'un défunt non citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié aux États-Unis. François vous a parlé un petit peu des critères de domiciliation. Troisième point, la partie de la succession d'un défunt non citoyen des États-Unis et non fiscalement domicilié aux États-Unis, partie représentée par certains types d'avoirs aux États-Unis. Ça, je vous en parlerai plus en détail. Voilà, qui est taxé? C'est la succession américaine qui est taxée, non pas les héritiers obligataires. C'est un principe très différent de ce qui se passe en France, parce que ce sont les héritiers, selon leur qualité, leur degré de parenté, enfants, etc., qui déterminent les droits de succession en France. C'est en fait ce qu'on appelle les estate taxes, parce que c'est la succession même qui est taxée aux États-Unis par les héritiers. Le taux des droits de succession, estate taxes, comme j'ai dit, ne tient pas compte du lien de parenté avec les héritiers et obligataires, et uniquement en fonction du montant de la succession, après l'élection de l'abattement exemption amount aux États-Unis. En France, ce sont les héritiers et obligataires de succession qui sont taxés dans la succession. Qu'est-ce qui empêche la double taxation de succession entre la France et les États-Unis? Comme François vous l'a dit, il y a la Convention de 1978, codifiée par l'avenant du 8 décembre 2004, qui établit un mécanisme pour éviter la double imposition, la double taxation. Quel est le montant de l'exonération des droits de succession aux États-Unis? Bonne nouvelle est que pas toutes les successions sont taxées aux États-Unis pour commencer, seulement celles dont la valeur de la masse successorale dépasse le montant de l'exclusion amount, exemption amount. Il y a une exonération totale entre époux, si tous les deux sont citoyens des États-Unis. Si l'époux survivant n'est pas citoyen des États-Unis, l'exonération est plafonnée au montant de l'exclusion amount. Dans ce cas-là, il faut prévoir d'autres options, comme ce que l'on appelle un queued-up trust, qualified domestic trust, un mécanisme qui permet de pouvoir profiter de l'exonération intégrale des droits tant qu'il n'y a pas de distribution du trust, c'est-à-dire qu'on garde le montant de la succession en trust même s'il dépasse le montant de l'exclusion amount, et on est imposé au fur et à mesure des retraits des distributions de ce trust. C'est malheureusement le cas lorsque l'époux survivant n'est pas américain. Alors, le montant d'exonération des droits de succession, l'exclusion amount est actuellement très généreux, et il est de 12,60 000 $. Si vous êtes au-delà de ce montant, bien évidemment, vous serez taxé aux États-Unis, mais c'est quand même, dans un couple, comme vous voyez, c'est 24 120 000, ce qui ne va rien. Mais le montant va augmenter tous les ans jusqu'en 2025, et malheureusement, ça reviendra à 5 millions $, majoré du taux d'inflation. Nous verrons à ce moment si le montant de l'exonération sera modifié ou pas, ça dépendra de qui est au pouvoir. Notez que pour les citoyens et ou résidents non américains d'un pays qui n'a pas de convention sur les successions avec les États-Unis, l'exclusion amount ne s'applique pas. Il y a une exemption, mais dont le montant est seulement de 60 000 $, ce qui équivaut à une économie de seulement 13 000 $
les taux des droits de succession, quel que soit le montant de l'exemption amount, toute somme en plus sera taxable à des taux qui vont de 18% jusqu'à 42%, au-dessus d'$1 million. Donc si vous avez plus d'$1 million, tout ce qui dépasse le $1 million est taxé à 40%. Les facteurs qui définissent le traitement fiscal d'une succession américaine, donc je prends le premier cas, le défunt est citoyen des États-Unis, même avec une autre nationalité, ça je vous ai dit, c'est la taxation de la citoyenneté dans le monde entier, ou non citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié aux États-Unis, et a tout son patrimoine aux États-Unis. Pour ce cas simple, les Français carte verte aux États-Unis, et qui sont censés de tout leur bien aux États-Unis. Donc pour le défunt citoyen des États-Unis, l'intégralité de la succession mondiale est taxée aux États-Unis, où qu'il soit situé. Pour le défunt non citoyen des États-Unis, l'article 4 de la Convention entre la France et les États-Unis prévoit que la question de s'il était fiscalement domicilié aux États-Unis est déterminée conformément à la législation de cet État. S'il est fiscalement résident aux États-Unis, l'intégralité de la succession mondiale est taxée aux États-Unis. Les règles, entre parenthèses, sur la domiciliation sont variables d'un État des États-Unis à un autre. C'est assez compliqué puisque vous savez tous que nous avons 50 États ici. Donc le défunt citoyen des États-Unis, ça c'est dont on a parlé. Donc une personne est considérée comme étant domiciliée aux États-Unis au fin du droit de succession de la nation si elle vit aux États-Unis et n'a pas l'intention actuelle de partir, en application du test des faits et circonstances, facts and circumstances, pour déterminer un défunt. Si un défunt était domicilié aux États-Unis, les facteurs suivants sont pris en compte, donc les déclarations d'intention, demande de visa, déclaration fiscale, durée de résidence, statut de carte verte ou pas, le style de vie qu'on a aux États-Unis et à l'étranger, les liens avec l'ancien pays, le pays de citoyenneté, la localisation des intérêts commerciaux, la localisation des affiliations, club, église, inscription électorale, voilà, donc l'ensemble de la vie en quelque sorte. Donc le défunt est citoyen des États-Unis, mais fiscalement domicilié en France, qui intéresse beaucoup de gens, par exemple, qui prennent leur retraite en France après 30, 40, 50 ans aux États-Unis et qui décident de vivre en France. Et pourquoi pas? Sachez que ça va vous coûter cher, pas à vous, mais à votre succession, à vos enfants. L'intégralité de la succession est taxée aux États-Unis, mais si la succession a déjà été taxée en France, comme l'a dit François, intégralement ou partie, en application de la Convention, le montant des droits de succession payés en France, ça doit être crédit aux États-Unis pour éviter la double imposition. Donc le défunt non citoyen des États-Unis est maintenant fiscalement domicilié en France, mais pas des avoirs en France. Les avoirs US Situs Property sont taxés aux États-Unis. Ces avoirs sont ceux qui sont situés aux États-Unis et qui incluent beaucoup de choses dont on penserait qu'ils ne seraient pas situés aux États-Unis. On est bien immobilier, on en a parlé avec François. Real estate, ça y est, pas de problème, situé aux États-Unis. Les biens meubles corporels, tangible personal property, situés aux États-Unis, y compris les espèces, des bons trésors américains, les voitures, les meubles, les bijoux, les œuvres d'art, etc. Les actions émises par une société américaine, ça c'est un piège pour beaucoup de gens qui partent avec un portefeuille avec des actions américaines. Eh bien, les actions américaines sont incluses dans la succession américaine et non pas dans la succession française. Sous réserve de certaines exceptions, tout type de créance dont le débiteur principal est une personne américaine ou des États-Unis, un État ou une subdivision politique des États-Unis, ou toute agence ou instrument de paiement. Donc tout cela est US Situs Property, donc d'office taxé aux États-Unis dans la succession. Donc troisième cas d'espèce, le défunt non citoyen des États-Unis est fiscalement domicilié en France, mais a des avoirs aux États-Unis. Ça c'est ça arrive assez souvent, quelqu'un qui a décidé d'acheter un bien immobilier aux États-Unis, qui a un portefeuille aux États-Unis, etc. Donc l'article 12.3 de la Convention élimine l'exemption générale de $60 000 et le remplace par une formule qui tient compte du montant de la succession de la succession des États-Unis par rapport à la succession dans le monde entier. Je donne un exemple. Si le montant des avoirs aux États-Unis de 10% de la totalité de la succession mondiale du défunt, la succession a droit à une exonération qui correspond à 10% de l'exemption amount. Dépendant du montant global de la succession, l'application de cette formule peut
réduire ou même éliminer le montant des droits de succession. Je vous donne un exemple simple. Vous avez une succession mondiale, vous êtes non-résident des États-Unis, mais vous avez quand même des USI's property aux États-Unis. Votre succession mondiale, dont je traite une succession actuellement pour un monsieur français qui est en Suisse, qui n'a pas de droit de succession, il a un portefeuille aux États-Unis qui vaut environ 400 000 $. Il avait une succession globale, disons, autour de 5 millions de $. Donc, 400 000 sur 500 000, ça fait du 4%. Donc 8%. 8% de la succession était aux États-Unis, donc il a droit à 8% de l'exclusion amount, c'est-à-dire 8% de 10 millions, 60 000, etc. Donc il n'avait pas 800 000 $, donc pas de taxe aux États-Unis. Notez bien que les citoyens ou les résidents non américains d'un pays qui n'a pas de convention, l'exemption amount, le montant de l'exemption est de 60 000 $. Donc on en a parlé, c'est 13 000 $. Droit de succession des États. Il y a certains États, pas tous, mais certains, qui ont leur propre estate ou inheritance taxes. Donc, inheritance tax, c'est la taxe, comme en France d'ailleurs, pour les héritiers. C'est en plus de l'estate tax fédérale. Puisqu'on a parlé jusqu'à 20 ans d'estate tax fédérale. Vous savez qu'on a un système fédéral, c'est-à-dire pour l'ensemble du pays, et sinon, par État, il y a aussi des estate taxes ou des inheritance taxes. Par exemple, dans l'État de New York, l'exonération pour cette année est de 6 110 000 $. Ça s'appelle en fait un système qui s'appelle la falaise, la cliff. Parce que si vous êtes en dessous de ce montant, tout va bien. Si vous êtes au-dessus de ce montant de 5%, la totalité de votre succession tombe sous le montant des droits de succession de l'État de New York, qui va jusqu'à 16% au-dessus de 10 100 000 $. Mais par contre, la taxe payée est déductible de l'estate tax, donc des droits de succession fédéraux. Fiscalité des donations, puisque les principes fondamentaux, droit de succession, droit de donation sont à peu près la même chose aux États-Unis. Qui est taxé? Donc aux États-Unis, le donateur qui est citoyen des États-Unis ou résident fiscal des États-Unis. Quel est le montant? Le montant de l'exclusion amount pour les donations est le même que pour les droits de succession. Ça, c'est important à retenir. Donc, cette année, vous avez une exclusion amount de 12 500 000 $, ce qui fait que donc, vous pouvez donner de votre vivant jusqu'à la hauteur de ce montant, et on en tiendra compte dans les droits de succession. Mais par contre, si vous avez tout donné de votre vivant, qu'il vous reste pas tout donné, presque tout donné, qu'il vous reste quelque chose à votre décès, quelque chose qui restera à votre décès sera taxé au tout plein. Donc, vous avez jusqu'à 16 000 $ par an par donateur, 32 000 pour un couple, que vous pouvez donner de façon non taxable. Toute donation faite au-delà est déduite du montant de l'exemption de 12 060. Donc 32 000 chacun, voilà, par couple. Et l'exonération est égale pour les donations entre époux si l'époux donateur n'est pas de nationalité américaine, au cas le montant de l'exonération est de 164 000 $ par an. Les taux des droits de donation, quel que soit le montant de l'exemption amount, comme pour les droits de succession, toute donation en plus de ce montant sera taxable comme pour les droits de succession, c'est la même chose. Hein. Donc à partir de 18% jusqu'à 40% au-delà d'un million de $. Sont taxables aux États-Unis donations des biens suivants situés aux États-Unis: biens immeubles, biens meubles corporels, biens immatériels, tangible property, actions, obligations, etc. Les non-résidents fiscaux, non-citoyens des États-Unis peuvent également donner jusqu'à 16 000 $ par an sans déclencher une taxe américaine. C'est pas beaucoup. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'exemption amount. Ils sont limités à 60 000 $ à vie. Donc si, encore une fois, vous êtes non-américain, non-citoyen, procédez autrement si vous allez acheter quelque chose aux États-Unis. Les gens font l'erreur d'acheter par exemple des biens immeubles en nom propre, et là ils découvrent après, donc c'est pas eux, ce sont leurs héritiers qui découvrent, qui vont devoir payer beaucoup de droits de succession aux États-Unis.
l'obligation des donataires aux États-Unis de donation de l'étranger. C'est important. Par exemple, si vous recevez de l'argent de votre famille, vous allez devoir déclarer tout ce qui dépasse $100 000 dans une année fiscale avec le formulaire de IRS 3520. Pas de droit de donation à payer et il y a une obligation de déclaration. Et si vous ne déclarez pas, vous allez payer jusqu'à un maximum de 25% de pénalité du montant de la donation. Donc faites attention, si vous recevez des donations de plus de $100 000 dans une année, ça peut être une distribution d'un trust, une donation de vos parents. Il n'y a pas d'obligation de payer, il n'y a pas d'impôt ou taxe aux États-Unis sur ce montant, mais vous devez déclarer. L'année suivante, entre parenthèses, dans votre déclaration fiscale de l'année, par exemple cette année, vous allez faire votre déclaration le 15 avril de l'année prochaine. Si vous recevez une donation dans l'année calendaire 2022, déclarez-la l'année prochaine. Et voilà, écoutez, je termine mon intervention. Merci de votre écoute. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Et je passe la parole. Bonsoir à tous. Alors, merci déjà Nadège de l'invitation et de la présentation. Alors moi je vais vous parler également des successions dans un contexte international, mais sous un angle un peu différent qui est un petit peu inhabituel, c'est celui de la généalogie. Alors mon objectif ce soir, c'est de vous présenter en quelques minutes les grands principes de la généalogie à l'international, avec un focus particulier sur les USA. Alors c'est un sujet peut-être qui vous touche moins directement que ce qu'on vient d'aborder, puisque je ne crois pas être à la recherche d'aucun d'entre vous ce soir, mais néanmoins, on ne sait jamais, ça peut arriver. Alors ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de voir un petit peu pourquoi on fait appel à un généalogiste successoral, de voir ensuite les missions que nous avons, puisqu'elles sont au pluriel, et enfin de voir un petit peu les moyens que nous mettons en œuvre et les problématiques qui se posent sur les dossiers internationaux. Alors pourquoi fait-on appel à nous? La réponse immédiate, c'est pour chercher des héritiers. Mais de façon plus générale, pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui plus qu'hier de rechercher des héritiers? Déjà, il y a un changement de contexte social qui est lié à la révolution industrielle, qui a eu notamment deux impacts. Le premier impact, c'est que les personnes sont parties, beaucoup, des campagnes vers les villes. Alors le noyau familial, où les gens restaient un petit peu dans leur ville, dans leur village, a commencé un petit peu à se déliter, et les familles ont commencé à se disperser. La révolution industrielle a également entraîné une mécanisation beaucoup plus importante, et donc c'est devenu beaucoup plus simple de se déplacer plus loin et plus rapidement, en France et également à l'étranger. Donc on a des familles qui progressivement ont commencé à se disperser. C'est à mettre en relation avec l'évolution des mœurs. On a pu constater une augmentation des divorces assez importante, puisqu'il faut savoir qu'avant, les procédures de divorce étaient longues, étaient coûteuses, étaient quand même relativement stigmatisées. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc les gens ont tendance à divorcer plus. Excusez-moi. On a des familles qui vont se recomposer. Je m'excuse. Des familles qui vont se recomposer. On a maintenant parfois plusieurs vies dans une vie. Des enfants naturels également, ce qu'on peut voir notamment sur ce petit schéma qui représente l'augmentation vraiment exponentielle des enfants naturels. On voit qu'en 1994, on avait à peu près 34%. Maintenant, en 2021-2022, on est sur du 65% à peu près. Donc on a des familles qui se dispersent, des familles qui se modifient en termes de composition. Donc on a, nous, en tant que généalogiste successoral, de plus en plus de dossiers.
En termes de statistiques, par exemple en France, sur 650 000 décès, on n'a pas compté bien sûr la Covid, on a environ 18 000 dossiers qui nécessitent l'intervention d'un généalogiste. Donc plus de dossiers qui en plus se complexifient puisqu'il y a des raisons historiques, il y a des déplacements, des flux de population, des flux migratoires, notamment d'origine polonaise, italienne, espagnole. Donc quand on va être chargé d'un dossier de succession qui nous sera confié par un notaire et que la personne va être par exemple d'origine polonaise et qu'on va rechercher ses héritiers, on va devoir souvent avoir un passage obligé par ces pays à l'international. Alors quelles sont nos missions? Il faut savoir tout d'abord que nous sommes tout le temps mandatés par un notaire, puisqu'en France, comme beaucoup de pays européens, c'est le notaire qui est chargé de la succession, contrairement aux États-Unis. Donc le notaire nous confie un dossier et nous avons 3 types de missions. Celle qui est la plus importante et qui est la plus évidente quand on parle de notre métier de généalogie successorale, c'est la mission de recherche d'héritiers, qui correspond environ à 40% de ce qu'on fait. Là, typiquement, ça va être le cas de la personne qui va décéder toute seule chez elle. C'est le voisin, par exemple, qui vient prendre un café, qui va constater le décès. Le notaire va être chargé de la succession et on n'a aucune idée de qui peut hériter. Donc là, on va s'occuper du décès, de la recherche d'héritiers de A à Z. Les autres missions, elles se partagent entre vérification et localisation. On est sur un 60% à peu près. Vérification, c'est-à-dire qu'on a des héritiers qui sont déjà connus, qui vont aller chez le notaire, mais pour une raison ou pour une autre, le notaire souhaite quand même, pour s'assurer de la sécurité en fait, des actes qui vont être dressés, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'héritiers qui vont se déclarer après, souhaite que nous fassions une vérification. Ça, typiquement, ça peut être le cas, je l'ai évoqué en début, on a plusieurs vies dans une vie, d'un défunt qui, à un moment, est parti vivre à l'étranger, a rencontré quelqu'un peut-être, on ne sait pas, il y a peut-être eu des enfants naturels, en tout cas il faut vérifier pour être sûr qu'on n'ait pas d'enfants qui pourraient prétendre à l'héritage. Et enfin, on a la mission de localisation, ça c'est quand on sait que la personne existe, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Donc on peut avoir une adresse ou pas d'adresse, et donc là c'est pareil, avec notre qualité d'enquêteur, on est en mesure de pouvoir la rechercher. Ça c'est le premier volet de notre mission. Le deuxième volet, qui est tout aussi important, c'est la mission de représentation. Puisqu'on cherche les héritiers, normalement on les trouve, et quand on les trouve, on leur propose de les représenter. Déjà, on leur propose un contrat de révélation, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui permet d'une part de leur révéler l'origine de leurs droits, puisque les gens, quand on les contacte, ne savent pas en fait de quelle succession ils sont héritiers. Donc d'une part, on leur révèle l'origine de leurs droits, et d'autre part, ça nous permet également de sécuriser nos honoraires, puisque nous serons réglés par prélèvement sur la part de l'héritier à la fin du dossier, si celui-ci aboutit. Donc c'est vraiment une solution win-win pour tout le monde, parce que si le dossier n'aboutit pas, l'héritier n'aura jamais aucun frais à régler, et n'aura jamais à nous débourser des frais, à nous rembourser en fait des frais qu'on aurait engagés. Donc on lui propose un contrat, et on lui propose aussi une procuration qui nous permet de le représenter. Donc cette mission de représentation, elle permet à l'héritier, à l'étranger notamment, de pouvoir rester dans son pays à l'étranger. Il n'a pas besoin de se déplacer chez le notaire pour signer les actes. C'est aussi beaucoup plus simple pour le notaire, puisque parfois les héritiers, souvent même à l'étranger, ne sont pas francophones. Donc on va en fait, nous, là, jouer le rôle d'intermédiaire. On va également accompagner l'héritier dans la phase de règlement. Souvent, on a des biens immobiliers, ça prend du temps, il faut les faire évaluer, il faut les vendre. Donc notre entreprise, elle se charge de toutes ces formalités pour l'héritier. Et on est également là pour défendre les droits de l'héritier. Alors ça arrive de temps en temps que le droit d'héritage va être contesté. Typiquement, pour vous donner un cas concret, nous avons eu un cas d'un défunt qui avait une fille qu'il avait adoptée en Égypte dans les années 50. La fille n'était plus en contact avec son père depuis de nombreuses années. Le monsieur décède, nous la retrouvons. Elle est à notre sens héritière, donc on commence les démarches auprès du notaire. Et entre-temps, la famille, les héritiers légaux en fait les héritiers du sang de ce défunt, c'était les oncles et des neveux, ont contesté en fait la validité de l'adoption qu'il y avait eu en Égypte pour casser le lien de filiation et se porter héritier. Donc dans ces cas-là, on engage des avocats
et on bataille pour les héritiers que nous avons retrouvés. Alors je trouvais intéressant quand même de vous mettre un arbre généalogique. Alors là c'est vrai que vous n'allez pas voir exactement ce qu'il y a écrit dessus, mais nous l'arbre généalogique, le tableau généalogique, c'est celui qui indique le défunt et les héritiers. C'est le cœur de notre métier puisque c'est ce qu'on va donner au notaire. Quand on va déposer un notaire, le dossier à un notaire pour indiquer qui hérite. Alors bien sûr on travaille dans un cadre légal strict. Les successions françaises, on est successible jusqu'au 6e degré. Alors je ne sais pas si le 6e degré, ça parle à tout le monde ici. Schématiquement par exemple, j'imagine que vous avez tous des oncles et tantes qui ont des enfants. Donc ces enfants seront vos cousins germains, qu'on appelle également des cousins au 4e. Ces enfants peuvent avoir des enfants qui seront des cousins au 5e, qui peuvent même avoir des enfants qui seront des cousins au 6e. Donc, vous voyez, on peut aller très loin en termes de recherche d'héritiers. Et donc, c'est pour ça, quand on a des successions dans lesquelles il faut qu'on cherche, on est obligé de mettre en œuvre, les régler efficacement. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur les moyens que nous mettons en œuvre en France, mais très schématiquement, en France, on est assez bien lotis. En termes d'état civil, déjà on a un état civil qui existe, ce n'est pas le cas de tous les pays du monde, avec lequel on a également un bel accès. Donc mes collègues en France ont un petit peu des checklists, toute une panoplie en fait d'archives, la mairie avec les actes de naissance par exemple, les fichiers de recensement, des archives départementales, des registres religieux. Et hors registre, ils font aussi beaucoup des enquêtes de terrain. On va interroger les voisins, on va aller dans les cimetières par exemple. Donc nous avons actuellement en France une trentaine de bureaux, ce qui permet à chaque généalogiste d'être spécialisé en fait sur son secteur et de savoir exactement quelles sont les archives à consulter et ce qu'on peut y trouver. Alors au niveau international, c'est théoriquement la même chose, sauf que c'est vaste, le monde est vaste, et comme je le disais, l'accès à l'état civil n'est pas garanti, voire est même inexistant. Donc on a tout un panel de bureaux que nous avons nous à l'étranger et nous nous appuyons également sur un réseau important de correspondants, on a plus d'une soixantaine, qui vont nous aider en fait sur le terrain à effectuer ces recherches. Tous ces moyens opérationnels, ça nous permet de nous attaquer aux dossiers internationaux qui sont extrêmement spécifiques, puisque j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui venaient de France. Et effectivement, comme je le disais en introduction, la mobilité est très importante, les familles bougent. Et donc on a constaté une augmentation vraiment exponentielle des dossiers qui vont vers l'international. Maintenant, on est à peu près à un quart de nos dossiers, à peu près ont un élément d'extranéité, donc un élément qui engendre de l'international. Et en termes de projection, d'ici 2040, on pense que 100% de nos dossiers auront un élément d'extranéité. Donc je pense que je ne suis pas prête d'être au chômage, et tant mieux, parce que c'est un métier passionnant. Ça c'était l'aparté. Et donc par rapport aux dossiers que moi je reçois dans mon service, on a à peu près 20% qui part sur les États-Unis. Donc c'est vraiment un secteur pour nous qui est très important. Sur les États-Unis, il nous faut vraiment une expertise très ciblée, puisque comme vous le savez, les règles, en fait, tout simplement, et on l'évoquait tout à l'heure en aparté, ne sont pas les mêmes selon les États. Chaque État a ses propres règles sur beaucoup de choses. Donc quand on va faire des recherches, les chercheurs vont d'abord regarder dans tous les cas un petit peu online. On a des sites internet qui sont assez connus, j'en ai mis quelques-uns, type Family Search ou Ancestry, mais ce sont des sources qui ne sont pas exhaustives. Donc on va essayer de passer par les archives, de la même façon qu'on fait en France. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'États qui sont ce qu'on appelle des closed record states, c'est-à-dire qu'on n'aura pas accès aux archives, on n'aura pas accès aux actes d'état civil. Pour y avoir accès, il faut qu'on ait l'accord ou la coopération des héritiers que l'on recherche. Donc vous voyez bien le problème. En plus, comme si ce n'était pas suffisamment compliqué, quand on arrive à avoir la copie des actes d'état civil, on n'a pas de mention marginale. Alors une mention marginale schématiquement, sur les actes français par exemple, c'est sur le côté de l'acte, c'est en marge, tout marginal, où on va indiquer par exemple si la personne était mariée, si la personne a changé de nom. Donc ça nous aide en fait dans nos recherches à démêler un petit peu la pelote de laine. Sur les actes qu'on obtient aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons, on n'a pas ces mentions marginales. Donc ça ne nous aide pas particulièrement dans les recherches. Il n'y a pas non plus de fichier centralisé des testaments. C'est ce qu'on évoquait ici tout à l'heure également. En France, on a la chance d'avoir
un système centralisé avec des testaments qui vont être enregistrés par le notaire, pas systématiquement, mais en tout cas quand on passe par un notaire, on les fait généralement enregistrer. Ça existe également dans quelques pays européens, c'est plus ou moins exhaustif. Aux États-Unis, malheureusement, c'est pas le cas. Chaque État a ses propres règles. Parfois, on va réussir à y avoir accès, et parfois nous n'y arriverons pas. Donc, de façon générale, si on a quelque chose à retenir, c'est aucune centralisation et aucune généralisation. Alors, comment est-ce qu'on fait? Et bien, à ce moment-là, on va sur place. C'est pour ça que j'indique qu'on a vraiment un travail d'enquête qui est déterminant. Les généalogistes, quand ils sont aux États-Unis, ils se déplacent beaucoup. Moi, par exemple, je suis là devant vous ce soir, mais mardi, j'ai passé ma journée dans le New Jersey pour essayer d'aller retrouver et d'aller parler avec un héritier qu'on avait retrouvé dans le cadre d'une succession espagnole. Pourquoi espagnole? Parce qu'on a aussi des bureaux en Espagne, et là, c'était un défunt qui était décédé en Espagne. Donc le généalogiste va beaucoup se déplacer, soit pour essayer d'avoir accès à des documents, quand c'est possible, soit tout simplement pour aller parler, par exemple, aux voisins. Alors je vous dis tout simplement, mais c'est tout sauf simple, puisqu'en fait, on est obligé de faire, bien entendu, avec la dimension culturelle. Et c'est vrai que si en France, on peut aller toquer à la porte des personnes, se faire plus ou moins bien recevoir, mais généralement, c'est quelque chose quand même qui est admis. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus complexe. Le fait d'aller toquer à la porte des gens, c'est véritablement vu comme une intrusion. Dans certains États, ça peut être franchement dangereux. J'évoquerai juste, par exemple, le Texas, où là, j'évite d'envoyer les membres de mon équipe quand je sens que la famille n'est pas du tout réceptive, puisque voilà, clairement, ça pourrait être dangereux. Donc, on se déplace beaucoup et on s'appuie aussi, comme je le disais en introduction, sur des correspondants, alors qui peuvent être par exemple des avocats, puisqu'on a besoin d'être très pointu juridiquement, vu que les règles ne sont pas les mêmes selon les États, mais également des personnes, entre guillemets, beaucoup plus opérationnelles de terrain. Ça va être des détectives, par exemple, ou des généalogistes familiaux, qui nous aident à tout démêler. Donc des dossiers qui sont spécifiques, vous l'avez vu en termes de recherche, des dossiers qui sont en augmentation, et enfin ce sont des dossiers avec lesquels on entretient une relation avec l'héritier qui est différente. Puisque en France, le statut de notaire, le métier de notaire est connu. Tout un chacun a normalement au moins une fois dans sa vie affaire à un notaire, que ce soit pour une succession, mais pour l'achat d'un bien immobilier ou pour un contrat de mariage. Aux États-Unis, si on dit qu'on est mandaté par un notary, ça donne rien. Voilà. Ça donne qu'ils nous raccrochent au nez ou qu'ils ne lisent même pas l'email. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on doit en fait approcher les personnes en essayant au maximum de nous mettre dans le système juridique dans lequel ils évoluent. Donc quand on se présente, on dit qu'on est appointed par des probate attorneys, ce qui permet souvent déjà qu'ils comprennent un petit peu mieux ce qu'on vient faire ici. On leur explique également qu'en France, ce ne sont pas les tribunaux qui gèrent les successions, mais justement ce notaire ou ce probate attorney, ce qui n'est pas aussi simple que ça. Et enfin, on a également le gap culturel, puisque très souvent, on a besoin d'avoir la copie d'identité des personnes, même quand elles souhaitent renoncer à une succession, parce qu'on n'est pas obligé en fait d'accepter. On peut également renoncer, mais dans ces cas-là, il faut en fait légalement se prononcer. Et donc il ne suffira pas de me dire « moi ça ne m'intéresse pas, je veux renoncer ». Je vous le dis, ce n'est pas un cas d'école, on me l'a dit. Je dis oui, alors moi je veux bien que vous renonciez, ça me permettra de faire avancer le dossier et de ne pas bloquer les autres héritiers. Par contre, il y aura un document, un formulaire à signer, parce qu'il y a une procédure à faire au tribunal, on s'en charge, ça ne vous coûtera rien, mais il faut quand même signer le document, et il faut me fournir également la copie de votre carte d'identité. À partir du moment où j'ai dit copie de carte d'identité, la porte s'est fermée. Parce que simplement, la peur des scams, la peur du vol d'identité est très présent. Et j'ai une anecdote qui était un petit peu rigolote que j'ai eue. Moi-même, en déplacement, c'était en avril, j'ai été contactée puisque j'étais l'héritière d'un compte bancaire au Canada de plusieurs millions d'euros. Je me dis, chouette, je vais arrêter de bosser. Par acquis de conscience, j'ai quand même regardé de quoi il retournait. Bon, bien sûr, c'était un scam. Mais voilà. On a vraiment cette approche culturelle qui est un peu plus facile en France, parce que quand on va aborder un héritier en France, qu'on se réfère au notaire, ça parle beaucoup plus en fait, aux gens. Donc on a un besoin de pédagogie accrue et également d'établir le lien de confiance.
Alors ce lien de confiance, on va l'établir avec des déplacements, c'est ce que je vous disais. On a souvent des cas où les personnes vont nous dire « venez pas, you're a scam, vous êtes une arnaque », qui on raccroche au nez. Je peux vous garantir que quand 15 jours plus tard, on va toquer à la porte de cette personne et qu'on dit « bonjour, c'est l'arnaque », ça brise la glace. Alors, ça passe ou ça casse, mais généralement les gens se disent « oh, ils sont venus, ils ont engagé des frais, on ne demande jamais d'argent puisque, je vous le répète, la rémunération est prise par prélèvement sur la part de l'héritier à la fin, uniquement quand lui-même touche également ses fonds. » Donc on se déplace, on fait aussi des visioconférences. Alors ça a été l'avantage en fait de la pandémie, c'est d'avoir beaucoup plus, rendu de façon beaucoup plus classique la visioconférence, en sachant que ça a quand même ses limites, parce qu'on n'est jamais sûr de des personnes avec lesquelles on parle. Pour une anecdote également, là c'était pas sur les US, c'était sur Bangkok, avec une succession dans laquelle un mineur était héritier. On l'avait retrouvé, on organise la visioconférence avec le mineur. Alors il n'était pas dans la pièce, il y avait sa maman, l'avocate qui était anglophone, il y avait une troisième personne de la famille qui parlait vaguement français. Donc je fais la visioconférence, ça dure 1 heure, il me pose pas mal de questions sur le pourquoi, la succession, la fiscalité, les droits de succession. Donc je leur réponds du mieux que je peux, ils ont l'air assez contents, assez convaincus. Puis à la fin, je leur demande, bon, est-ce qu'il reste d'autres points d'ombre, est-ce que vous avez d'autres questions? Et j'entends une autre voix en taille qui parle. Donc l'avocate traduit, et je me dis, il y a d'autres gens. Et alors là, la caméra se tourne, il y avait à peu près 12 personnes dans la pièce. Je pense qu'il y avait tout le conseil de famille qui était là. Donc c'était assez surprenant pour moi, mais voilà, donc la visioconférence, on l'utilise, mais on fait quand même attention parce qu'on ne sait jamais avec qui on peut échanger. Donc voilà, je vais arriver à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention parce que je sais que c'est la fin de journée et que c'est pas forcément facile. Et je tenais à vous rappeler que même si là vous n'êtes pas concerné actuellement, dans beaucoup de nos dossiers, souvent ce sont des Américains qui sont héritiers, mais on a aussi beaucoup d'expatriés. Donc si jamais mon entreprise Coutororig vient taper à votre porte ou vous contacte, eh bien, je vous invite à y prêter une oreille attentive parce que ça pourra toujours être intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci à tous les trois, merci pour ces interventions passionnantes. J'imagine qu'il peut y avoir des questions dans la salle, donc je vais me tourner vers vous et lever la main si vous avez une question. Bonsoir, merci beaucoup pour vos présentations. Ma question, dans le cas d'une succession aux États-Unis, quelle différence convient-il de faire entre une personne française avec la citoyenneté américaine domiciliée fiscalement aux États-Unis et cette même personne, mais résidente aux États-Unis avec une carte verte, sans avoir la nationalité américaine? Donc, il y a 2 cas qui ont été évoqués, donc le citoyen des États-Unis et la carte verte, c'est ça la différence? La différence n'est pas tant... la différence est entre une exonération totale entre mari et femme, parce que par exemple, si dans ce couple, il y a un couple, mettons un couple, l'époux survivant n'aura pas l'exonération totale des droits de succession, si le survivant n'est pas de nationalité américaine, même avec une carte verte. Donc, dans le couple, il est limité, l'exonération est limitée à 12,60 millions pour cette année. Sinon, il n'y a pas une grosse différence, puisque l'exonération de 12,60 millions cette année s'applique également aux personnes mariées, aux personnes célibataires, et ceux qui ont la carte verte ou la nationalité américaine, ça ne change rien. Bonsoir. J'ai une question à propos des donations. Si citoyen américain français fait une donation soit immobilière, soit non immobilière en France, la taxation est comment? Donc on parle d'une donation d'un immeuble en France à un citoyen américain aux États-Unis, c'est ça? Non, le contraire. Un citoyen américain qui fait une donation sur un immeuble français qui lui appartient à une entreprise, enfin à un groupe français ou une personne française. Ah bah c'est toi qui l'as cherché.
si la donation porte sur un bien immobilier situé en France, il y aura une taxation en France, que le donateur soit résident américain ou résident français, ça ne change rien. Le principe, c'est que l'immeuble, dans la mesure où il est situé en France, sera taxé en France. En revanche, si la donation porte sur un bien qui n'est pas immobilier, sur une somme d'argent, dans ce cas-là, si le donateur, celui qui donne, est résident américain, la donation n'est pas taxable en France, elle est taxable aux États-Unis. Et donc, en réalité, au final, c'est qu'il n'y a pas d'impôt, puisque les seuils d'imposition étant tellement plus élevés aux États-Unis, que si vous transmettez même 400 000 $ à quelqu'un en France, il n'y aura pas d'imposition en France, et pas aux États-Unis. Merci pour toutes les informations. Si j'ai pas bien compris le côté civil et le côté fiscal. Pardon. C'est normal. Vous me rassurez. À peu près tout le monde les confond. Donc si effectivement on est franco-américain, donc et si pour mon fils, je crois que les exemples c'est beaucoup plus simple que la généralité, et c'était bien vos exemples, je souhaite qu'il bénéficie évidemment d'une fiscalité américaine qui me semble quand même beaucoup plus intéressante qu'une fiscalité française en tant que droit de succession ou de calcul de succession. Donc je fais civilement un testament aux États-Unis, demandant que soit appliqué civilement le droit américain. Ou français. Ou enfin, disons le droit américain, allons vers ce qui est le plus avantageux. Quant à choisir. Non, mais ce choix-là, il n'aura pas d'impact fiscal. Ce qui va avoir un impact fiscal, c'est votre résidence américaine. Oui, mais comment peut-on savoir où on va mourir? Je comprends pas la question. Oui. Alors, autrement... Mais c'est pas le lieu de décès, c'est la résidence. Oui, mais alors même la résidence, je veux dire, à un certain moment, quand on peut imaginer qu'on a envie de vivre en tant que grand-mère un peu aux États-Unis, en tant que Française un peu en France, en tant qu'aventurière un peu ailleurs, à un certain moment, qu'est-ce qui va... Je vois bien qu'il y a des critères qui sont différents. L'article 4 de la Convention qui va définir justement, qui va permettre de déterminer dans quel pays vous êtes résidente fiscale. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme François l'a dit, il y a des critères qui déterminent si vous êtes domicilié fiscalement dans un pays ou dans un autre. Donc, des critères de rattachement à ce pays, en fait. D'accord. Donc, quelle est l'histoire du testament? Quel est l'intérêt du testament? Alors, je pense que vous confondez deux choses, mais c'est normal parce que pas tout le monde les confond. Si votre objectif, c'est de limiter la fiscalité pour votre fils, en fait, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il faut maintenir autant que possible votre résidence aux États-Unis. C'est ce qui, pour lui, sera fiscalement le plus avantageux. Ce n'est pas le fait de faire un choix dans un testament. Le fait de faire un choix dans un testament, un choix de loi, ça n'est pas fiscal, c'est civil. Ce serait par exemple, ça me paraît pas être votre idée, mais si vous souhaitiez limiter, voire complètement annuler les droits de votre fils dans votre succession, à ce moment-là, vous auriez, si vous êtes américaine, vous auriez intérêt à désigner la loi de l'État dans lequel vous résidez pour limiter ou annuler les droits de votre fils. Alors qu'en application de la loi française, ça ne serait pas possible. Vous pouvez déshériter vos enfants aux États-Unis, mais pas en France. Enfin, si, en France, mais en application de la loi américaine, si vous êtes en mesure de le faire. Ah oui, je dis pas bien. Donc j'avais quelques questions. Pour ce qui est de la dette, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne, pardon, si la personne a une dette dans un pays qui n'est pas le pays de résidence? Par exemple, s'il est résident français mais qu'il a une dette aux États-Unis ou l'inverse? Je peux répondre sous l'angle français. Ce qui est déductible sur un plan fiscal en France, en fait, il y a des règles. Il faut que le passif soit exigible, qu'il soit certain, c'est que le montant doit être vraiment déterminé. Et dans ce cas-là, c'est déductible sur un plan fiscal. Vous dites, sur le plan successoral, vous voulez une succession avec une dette, c'est ça? Oui, c'est ça. Un défunt qui avait une dette, ça vient en déduction de la succession, bien évidemment, parce que les dettes sont payables d'abord. Premièrement, s'il y a votre succession, mais ensuite des dettes qui sont payables. Et d'ailleurs, si les dettes sont plus élevées que le montant de la succession, il vaut mieux renoncer à la succession. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai aussi une deuxième question. Donc, vous avez dit qu'il y avait
aussi l'État, par exemple l'État de New York, l'État de Californie, c'était le droit de cet endroit qui s'appliquait. Donc est-ce qu'on peut avoir des cas où c'est le droit de l'État français, le droit fédéral américain et le droit de plusieurs États qui s'appliquent ou pas? Alors, il n'y a pas de droit fédéral des successions. Il y a le droit fiscal des successions, donc estate tax, mais le droit civil est selon chaque État. Chaque État a ses règles. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais il y a ce qui s'appelle le spousal election. Donc, si vous avez un testament et que vous avez déshérité votre époux, et il n'y a pas de contrat prenuptial, je dépasse un peu le cadre, mais par exemple, dans l'État de New York, l'époux survivant a un droit absolu à un tiers de la succession. Et donc, oui, est-ce qu'il peut y avoir des cas où, par exemple, si, mettons, quelqu'un a une résidence en Californie et à New York, est-ce que le droit de New York s'applique pour la résidence de New York et le droit de Californie s'applique pour la résidence de Californie, ou c'est un seul droit? En fait, ce qui se passe, c'est que le droit de New York va s'appliquer aux biens immeubles, parce que si vous mourrez ici, enfin en Californie avec un bien immeuble ici, vous paierez les droits de succession si vous dépassez le montant comme j'ai dit, de 6 millions et quelques de l'exemption amount de l'État de New York. Mais sinon, non, si vous mourrez en Californie, c'est le droit de la Californie qui détermine la distribution, ce que vous avez le droit de faire avec vos biens. Merci déjà pour votre présentation, c'est très intéressant. J'ai noté que vous parliez des donations et vous disiez qu'on peut recevoir jusqu'à 100 000 $ dans une année comme donation en remplissant le formulaire 3520. Est-ce qu'il faut que ce soit fait en France devant un notaire légalement et puis ensuite traduit et rapporté ici, ou il suffit de remplir ce formulaire et puis... Vous recevez une somme X ou un bien Y, vous devez déclarer, c'est tout. Donc il n'y a pas de formalité. Hein. Peut-être qu'il y en a en France. Mais oui, mais c'est ça. La question, c'est est-ce qu'il faut que ça soit généré. Dans quelle hypothèse vous placez une donation qui a eu lieu en France ou... Non, une donation de part d'action ou d'argent en liquide. Ce qu'évoquait Richard, c'est qu'en tant que résident américain, imaginons que vous receviez une donation d'un parent qui est en France. Oui. Le fait que vous soyez résident américain, vous avez une obligation déclarative. Dès lors que vous recevez au cours d'une même année plus de 100 000 $, vous devez le déclarer. Ça n'est pas taxable, mais vous devez le déclarer. Oui. En revanche, de ne pas le déclarer, vous avez la pénalité. Non, ça j'ai bien compris. Vous n'avez pas besoin de présenter un document. Vous faites la déclaration. Peut-être qu'on peut vous demander par la suite. Je n'ai jamais vu. Non, mais c'est le côté français que je voudrais comprendre. En fait, si la donation a lieu en France, il y a un formalisme qui est peut-être exigé en France. Si c'est une donation d'action, vous pouvez avoir un acte établi par un notaire français qui va constater la donation. Mais néanmoins, si cet acte a été fait en France, mais que le donataire, celui qui reçoit cette donation, est résident américain, c'est pas parce que l'acte a été fait en France qu'il n'a pas son obligation déclarative aux États-Unis. Donc ce sont deux choses différentes. Moi, quand j'établis des actes au profit de donataires américains, je les alerte toujours sur le fait que c'est pas parce que on fait un acte en France qu'ils n'ont pas d'obligation déclarative dans leur pays de résidence. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas celui qui reçoit la donation aux États-Unis qui doit payer le droit de donation dessus. Hein. C'est le donateur. Merci à vous tous. J'ai deux questions en fait. Une sur l'assurance vie, vous avez parlé, mais j'ai déjà oublié. Quand on perçoit, quand on est bénéficiaire d'une assurance vie de quelqu'un en France et qu'on habite ici. Vous voulez que je reprenne un peu mon point d'alerte? En fait, le contrat d'assurance vie, il y a plusieurs régimes fiscaux qui s'appliquent au contrat d'assurance. Là, je parle d'un contrat d'assurance vie souscrit en France. Et il y a un cas dont il faut se méfier, puisque pour les primes qui ont été versées sur le contrat après les 70 ans de l'assuré, là, on est dans le régime des droits de succession. Donc, on va retrouver notre convention fiscale qui va éviter la double imposition. Et pour les primes qui ont été versées avant les 70 ans de l'assuré, le régime fiscal français n'est pas le régime des droits de succession, c'est un prélèvement fiscal particulier qui ne ressort pas des droits de succession. Et du coup, un bénéficiaire américain de cette assurance perd le régime favorable de la convention fiscale, puisqu'en fait, on n'est pas dans le registre des droits de succession. Et donc, il y a un vrai risque de double imposition dans ces situations où il y a un prélèvement libératoire côté français et pour le bénéficiaire américain, le
un impôt sur le revenu, parce que ce serait assimilé à un revenu. Donc il y a vraiment un risque de double imposition. Donc si vous détectez ce genre de situation les uns ou les autres, peut-être qu'il faut procéder autrement, puisque l'assurance vie dans cette hypothèse-là n'est pas favorable. Pour les sommes versées avant les 77 ans. Ouais. Merci. Et sinon, sur la répartition des rôles entre l'avocat et le notaire, si on veut planifier sa succession, on va voir le notaire, et si on veut faire autre chose, on va voir l'avocat, ou comment ça se passe? Je vous dis juste, le cas de notre famille, c'est qu'on est... Dans un contexte franco-américain. Oui. Nous faisons souvent équipe parce qu'on s'aperçoit que, en fait, dans ce genre de contexte, oui, il va vous falloir un avocat, un lawyer aux États-Unis pour organiser ce qui doit être organisé aux États-Unis. Un notaire français, il peut faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, il ne peut pas, enfin, c'est quand même limité, il ne peut pas instrumenter aux États-Unis. Donc, il y a des choses à faire, à co-construire ensemble de chaque côté de l'Atlantique. Oui, en fait, j'ai un avantage sur François, c'est que je suis polyvalent. Il est un peu limité par les contraintes de sa profession, parce que moi je peux tout faire. J'ai été par exemple plaidant, je suis spécialisé succession, mais je fais autre chose aussi. Lui, il est limité dans le rôle qu'il peut avoir, ce qui bon est mauvais, peut-être qu'il a certainement des connaissances très approfondies dans les domaines de spécialité. Mais d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur comment gérer votre succession avant que vous ne mouriez, bien évidemment. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé du côté d'un point de vue pratique, ce qu'il faudrait que vous fassiez, si vous avez des biens en France et aux États-Unis, que vous avez l'intention peut-être d'aller prendre votre retraite en France, tout d'abord les clients qui viennent nous consulter, je leur dis, n'établissez pas votre domicile en France, ça va être le massacre pour vos enfants. Et c'est vrai, pour vos amis. Je dis la même chose. Oui, exactement, c'est très bien. C'est pas très bien, parce qu'en tant qu'officier public français, ça m'embête toujours un peu de le dire, mais c'est vrai qu'en fait, il faut être conscient que revenir en France, c'est un coup à la clé, c'est certain. Et je ne devrais pas le dire en tant qu'élu de la République, mais non, moi je le dis. Et peut-être ça incitera la France à changer de régime, hein, qui sait. Mais en ce qui concerne, il y a l'aspect pratique, je conseille d'ailleurs François la même chose, que l'on ait deux testaments. Ça paraît paradoxal. Néanmoins, un testament américain pour les biens aux États-Unis, parce que là c'est clair, et un testament pour les biens en France. Pourquoi? D'un côté pratique, il est très difficile en fait, un travail de longue haleine, de faire homologuer un testament étranger aux États-Unis et en France aussi, peut-être un peu moins en France parce que c'est mieux organisé, mais je peux vous dire que la procédure d'homologation d'un testament aux États-Unis est extrêmement compliquée. Vous passez par un tribunal de succession, c'est galère. Je ne vous le conseille pas. Donc il y a un moyen d'éviter, c'est d'avoir un testament français, un testament américain. On peut avoir également des trusts pour éviter ce qu'on appelle le probate aux États-Unis, donc le passage obligé par les tribunaux, mais ça pose problème en France pour les héritiers en France. Pour rebondir sur ce que vient de dire Richard, effectivement on arrive très souvent au conseil d'avoir deux testaments, mais alors j'attire néanmoins votre attention sur une chose, c'est que il faut que les deux testaments soient harmonieux, c'est-à-dire que même qui s'évoquent l'un l'autre, qui soit en expliquant que voilà, je fais ce testament en France pour mes biens en France, j'ai un autre testament aux États-Unis, mais qui n'a vocation à traiter que mes biens américains. Le risque de faire deux testaments sans évoquer l'autre testament, c'est que si par exemple dans l'un des deux vous dites que vous révoquez tous les testaments antérieurs et que le testament précédent est le testament américain, de fait vous allez le révoquer. Donc il faut éviter de faire de cantonner en fait un testament. On a un peu tendance parfois à imaginer, et c'est un tort, qu'une succession est cantonnée à un pays. Non, une succession c'est un tout. Et donc il faut vraiment l'appréhender comme un tout et non pas s'arrêter à la frontière du pays. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait en fait coordonner, si vous avez un notaire, que ce soit François ou quelqu'un d'autre, un avocat aux États-Unis, assurez-vous que les deux se parlent. Parce que sinon, ça peut être catastrophique plus tard. Moi, très souvent, dans le coffre où je classe tous les testaments de mes clients, pour les franco-américains, il m'arrive très souvent d'avoir le testament français et la copie du testament américain, de façon à ce qu'on est au même endroit l'ensemble. Et pour répondre à votre question sur les trusts, alors, on peut en parler longuement. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il faut éviter autant que possible d'inclure des biens français dans un trust fait aux États-Unis, parce que ça pose des problèmes d'exécution du trust en France au moment du décès. Donc ça, voilà, si on peut éviter, c'est mieux. Et puis, il y a
des conséquences fiscales qui peuvent être très fâcheuses, parce que je dis souvent que la France a une position un peu schizophrène vis-à-vis des trusts. Sous un angle civil, elle ne reconnaît pas l'institution du trust, et sous un angle fiscal, elle a pris en 2011 des dispositions extrêmement précises sur la taxation des trusts, et ces dispositions peuvent être assez redoutables si on ne les connaît pas et si le trust aux États-Unis n'a pas été rédigé en conséquence et en ayant en tête ces dispositions françaises. Oui, merci. Vous venez à juste titre d'évoquer que d'un point de vue fiscal, c'est plus intéressant bien sûr d'essayer de rester résident américain. Mais évidemment, on a souvent envie de passer de plus en plus de temps en France. Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement les règles qui régissent donc pour maintenir sa résidence américaine? On entend toujours parler de 6 mois plus un jour, mais je pense que sur une certaine période, c'est peut-être plus compliqué que ça. Est-ce que ça serait possible de rappeler rapidement les... Alors, en fait, là, vous demandez une question qui est purement française, parce que si vous parlez de rentrer en France, est-ce que la définition de votre résidence ou de domicile en France, c'est plutôt la loi française qui va décider. Maintenir sa résidence aux États-Unis. Oui, mais de toute façon, n'oubliez pas que quand on est citoyen américain, vous êtes citoyenne américaine, oui, vous avez la nationalité américaine, donc vous êtes imposable sur vos revenus mondiaux, quoi qu'il en soit. Vous avez quand même une exonération de 108 000, je pense, cette année. Les premiers 108 000 de vos revenus sont exonérés d'impôts aux États-Unis, sauf les revenus de source américaine, donc tout ce que vous avez comme revenus, portefeuille, etc. Mais donc ça, vous avez un crédit si vous ne les payez pas, mais vous serez imposé en France si vous êtes résidente française. Et François, je te laisse définir ce que c'est. En réalité, j'ai exposé ça assez vite, mais la France pose des critères pour définir qu'une personne est donc résidente fiscale. Vous parliez de la résidence pendant 6 mois et 1 jour. Effectivement, c'est un des critères. Si vous résidez plus de 6 mois en France au cours d'une même année, eh bien vous risquez de basculer, du point de vue français, dans une résidence fiscale française. Je crois qu'il y a une légère différence entre le domicile pour des raisons fiscales et le domicile pour les raisons de succession. Oui, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Donc au fond, on examine l'ensemble des critères, c'est-à-dire donc votre intention. Est-ce que votre intention est vraiment de vivre à part entière en France ou pas? Quel est le nombre de jours que vous allez passer en France? Très sincèrement, je déconseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mes clients d'établir une résidence en France, donc de passer la plupart de leur temps, parce que ça va bien évidemment affecter leur succession. Oui. Donc si on rentre complètement en France, on est toujours américain, mais on devient résident français, on ne jouit plus de pouvoir utiliser la loi américaine, par exemple, pour faire ce qu'on veut avec notre argent des enfants. Si. Dès lors qu'on garde sa nationalité américaine, François faisait la distinction tout à l'heure entre... En fait, vous allez... en étant citoyenne américaine, vous aurez toujours la possibilité de dire dans un testament, je choisis la loi de l'État américain où je réside pour... Pardon? Et si on ne réside plus... Non, parce que vous êtes américaine. Donc vous avez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir votre loi nationale. Donc vous pouvez dire, je choisis la loi de l'État américain dans lequel je réside, puisque je suis américaine, ce que vous ne pouvez pas faire Johnny, vous pouvez le faire. Et donc, en vertu de cette loi, vous pouvez définir qui va recueillir votre succession et éventuellement même limiter la part de vos enfants. Si vous le souhaitez, ce sera possible. Ça, c'est langue civile. Mais en revanche, si vous devenez résidente française, vous allez avoir la fiscalité française pour votre succession qui sera moins favorable que la fiscalité américaine. Et l'histoire des 6 mois plus 1 jour, c'est sur une année calendrier, 1er janvier, 31 décembre. Oui. Oui. Mais je n'ai pas très bien compris parce que, donc, vous dites que, étant américain, en gardant la nationalité américaine, on devient complètement résident de la France. On peut continuer à faire appliquer la loi pour faire ce qu'on veut de son argent vis-à-vis des enfants. Absolument, sauf pour la partie fiscale. Oui, parce que, je parle de... On peut déshériter ses enfants même si on vit en France. Mais au résident français, menant résident français. Exactement. Oui, la résidence française. Une fois, j'ai entendu dire qu'on avait intérêt, même si on devenait
bien américain. Bon, c'est pas obligatoire, ça change rien pour vous, ça facilite peut-être les choses. Hein, mais... Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de transfer of debt pour éviter probate? Transfer of debt. Vous parlez des comptes joints, des choses comme ça, oui. Par exemple, sur des comptes bancaires, mettre le bénéficiaire comme héritier. Écoutez, oui, probate. C'est un moyen d'éviter la tracasserie du système de probate, ça c'est exact. Le probate, c'est horrible. C'est horrible, exact, mais ça ne change rien au niveau droit de succession, s'il y en a à payer. Hein. Mais encore une fois, le niveau ici est relativement élevé, comme j'ai dit, 12,60 € par personne, et surtout dans un couple, puisqu'il y a l'exonération totale entre époux. Effectivement, parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous n'avez pas de compte joint comme ça, au moment du décès, si vous avez uniquement tous les comptes au nom du défunt, ça pose problème pour payer, pour continuer à subsister. Et dans le système actuel, ça prend peut-être 6 à 9 mois d'avoir l'approbation du tribunal d'agir comme exécuteur, exécutrice, administrateur, etc. de la succession. Donc il vaut mieux mettre transfer of debt pour le bénéficiaire. Pour certaines choses, oui. Enfin, vous évitez probate. Voilà, mais pas tout. Vous ne pouvez pas appliquer ce principe à tout. Sur les comptes bancaires. Sur les comptes bancaires, sur les biens immobiliers. Sur le safety deposit. Safety deposit, non. Oui, si vous avez un safety deposit, si vous mettez transfer of debt. Peut-être si la banque le permet, oui. Oui, si la banque est d'accord, il n'y a aucun problème. Aucun problème. D'accord, merci. Oui, on va prendre. On va peut-être juste prendre quelques questions en plus et puis après on aura cette conférence. J'ai une petite précision, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris non plus. Si je désire donner, donc je suis franco-américaine, j'ai un bien en France et je souhaite par exemple donner une partie de mes biens en indivision ou en nue propriété, par exemple à mon fils. Je dis fils, ça va faciliter les choses. Est-ce que c'est possible et est-ce que la nue propriété est une notion qui est un peu compliquée déjà pour la France, je n'ose imaginer aux États-Unis. Et est-ce que quand on fait une donation, par exemple sur un bien que je transforme en indivision, est-ce que dans ce cas-là, la valeur du bien, j'ai l'abattement de l'indivision et je peux aussi utiliser l'abattement des 100 000 $, des 100 000 € qu'on peut faire tous les 10 ans? Alors, dans votre hypothèse, le bien, c'est un bien immobilier qui est situé en France? Oui. Alors, comme le bien immobilier est situé en France, c'est la taxation française. Donc, le démembrement de propriété, qui est une caractéristique liée à l'immeuble qui est situé en France, ça ne pose aucune difficulté. Vous pouvez le faire. C'est pas le fait d'être vous donatrice franco-américaine résidente aux États-Unis, ça ne vous empêche pas du tout d'opérer une donation en démembrement de propriété sur un bien immobilier en France. Ça, vous êtes placé dans la même. Vous pouvez faire exactement la même chose que n'importe quel autre donateur français. Et pour ce qui est de la fiscalité, oui, c'est la même chose. C'est 100 000 €, c'est pas tous les 10 ans, c'est tous les 15 ans d'exonération sur le bien. Donc ça veut dire que même si je suis résidente fiscale et résidente américaine et franco-américaine, je peux bénéficier, enfin mon fils peut bénéficier d'un abattement de 100 000 $ sur un bien que je vais lui donner, qui sera calculé avec elle. J'ai eu le malheur d'être héritière de 2 assurances vie, celle en 2022. Cet argent a été versé sur un compte en France. Est-ce que je dois le déclarer sur mes revenus des États-Unis? C'est pas une déclaration de revenus, entre parenthèses, mais c'est une déclaration que vous avez reçu une succession à quelque chose. Il y a un maximum? Est-ce que si, comme j'ai dit, vous dépassez 100 000 $ dans l'année, vous devez déclarer. Ah, d'accord. Donc si le montant a dépassé 100 000 $, vous devez le déclarer. D'accord. Je vous remercie. Merci. Si on reçoit une succession de plus de 100 000 $, franco-américain résident aux États-Unis, succession d'un Français, est-ce qu'on doit
déclarer quelque chose au fisc français? Est-ce qu'on paye quelque chose au fisc américain? Alors, zéro au fisc américain. Mais on doit déclarer? On doit déclarer, c'est le formula 3520, comme j'ai dit. Okay. Mais c'est l'ensemble des donations qui sont reçues dans une année. Hein. On peut recevoir 5 qui dépassent au total plus de 100 000 $. Ça s'applique également aux distributions de trusts, de successions, de donations, l'ensemble des fonds reçus de l'étranger. Le fisc français, c'est la succession du fait par le notaire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de particularité. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez vous préciser, j'ai une carte verte, mon mari est américain, et si je fais une donation au dernier vivant, pour avoir l'exonération, est-ce qu'il faut que j'ai la nationalité ou est-ce que... Alors, vous parlez de l'exonération en France entre Non, de nos avoirs ici aux États-Unis. Alors, déjà, je peux tout de suite vous dire que la donation entre époux au dernier vivant, dans un contexte international, il faut absolument l'éviter. Vous pouvez arriver exactement à la même chose par un testament. Et ce sera beaucoup plus compréhensible de n'importe quel juriste étranger, un testament qu'une donation entre époux, qui est quelque chose de très français, qui est connu de la France et de la Belgique. Sorti de là, ça va être compliqué de faire comprendre ce que c'est. Donc, je vous déconseille vivement la donation entre époux. Et je n'ai pas répondu totalement à votre question, parce que donc là, ça concerne des actifs qui sont situés aux États-Unis, c'est ça? Oui. Vous faites Vous faites un testament aux États-Unis, c'est peut-être le plus simple. Encore une question peut-être? On remercie chaleureusement nos trois intervenants. Et François qui arrivent de France et qui doivent être bien fatigués à cette heure-ci avec le décalage horaire. Merci encore pour vos interventions et bien la réponse à toutes ces questions qui questionnent la communauté française et